Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. La déclaration de Ouagadougou est peut-être celle qui va influencer les politiques africaines en faveur de la lutte contre le cancer. En face, 8 premières dames qui s'engagent à réduire les statistiques liées à ce mal silencieux en Afrique. Et puis, ce drame récurrent, cette période d'hivernage, 3 personnes ont perdu la vie sur le site d'or de Bouddha dans le Passoré. Les malheureux se sont introduits clandestinement dans un trou le 30 juillet dernier qui s'est refermé sur eux. À la une également ce soir, le Zimbabwe dans l'attente des résultats, l'élection présidentielle passée, le pays fait face à un regain de violence dans les rues de la capitale Harare. L'armée zimbabwéenne a tiré à balles réelles sur des manifestants qui dénonçaient des fraudes. Bienvenue à tous. 25 décès par jour au Burkina, soit un décès toutes les heures. La statistique est plus qu'alarmante et c'est ensemble qu'il faut agir. Contre le cancer, c'est également ensemble qu'elle compte mener la lutte. 8 épouses de chefs d'État ont effectué le déplacement de Ouagadougou pour prendre part à un séminaire de haut niveau. Elles s'engagent ainsi à promouvoir le plaidoyer de la sensibilisation et des programmes de lutte contre le cancer. La cérémonie d'ouverture avec Adama Guiti et Zalissa Sanfo. Un décès toutes les heures pour cause de cancer au Burkina Faso. Et ce sont 6200 familles chaque année qui sont endeuillées. Le cancer gangrène à des proportions inquiétantes. Alors, il faut stopper la saignée. Et voici tout le sens de cette rencontre des épouses des chefs d'État africains, membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Ces premières dames donnent de la voix ici à Ouagadougou pour un engagement plus ferme des États dans la lutte contre le cancer. Voici les pistes de solutions qu'elles proposent. Les conclusions de leurs échanges devraient nous permettre, premièrement, de renforcer notre rôle en tant que première dame et force d'interpellation et d'accompagnement dans la lutte contre le cancer. Deuxièmement, de nous informer sur les opportunités d'accompagnement technique et de financement auprès des partenaires techniques et financiers. Troisièmement, de partager les meilleures pratiques et de promouvoir un mécanisme de coordination régionale à travers les registres de cancer, la planification et la mise en œuvre de plans de contrôle du cancer. Quatrièmement, de susciter la mobilisation et la mise en place de l'assistance technique nécessaire au renforcement des capacités des systèmes nationaux de santé. Cinquièmement, enfin, d'élargir l'accès à la prévention, au diagnostic et aux soins du cancer. Stopper la saignée, vaincre la deuxième cause de mortalité mondiale. C'est un combat de longue haleine et ces premières dames disent avoir bien noué le pagne pour y arriver. Cette rencontre de Ouagadougou devrait donc déboucher sur une déclaration et sur des recommandations à mettre en œuvre pour plus de sensibilisation, de dépistage précoce et de prise en charge adéquate des cancers dans leurs pays respectifs. Et en prélude à cette conférence qui s'est ouverte ce matin, les premières dames se sont inspirées de l'expérience burkinabé en la matière. C'était au cours d'une soirée offerte par Sika Kaboré, épouse du président du Faso. Une soirée au cours de laquelle la tradition d'hospitalité a été respectée. Oscar Soulama, Vincent Kendrobeogo, reportage. C'est une soirée voulue par l'épouse du chef de l'État burkinabé, Sika Kaboré, pour souhaiter la bienvenue aux premières dames à l'occasion du séminaire régional sur le cancer. Un dîner qui marque la fin des travaux des experts sur la problématique du cancer et qui visait également à valoriser la culture burkinabé. Je voudrais offrir, comme il se doit à l'Africaine, l'ordre de bienvenue. Bienvenue à vous, Excellences, mesdames, les premières dames, chères sœurs, et merci de venir vous unir à la lutte contre le cancer au Burkina Faso. La première dame du Burkina Faso a profité de cette rencontre pour féliciter les experts pour les travaux menés. M'adressant ainsi à vous, mesdames et messieurs les experts, je voudrais vous féliciter au terme des échanges que vous avez eus au cours de cette journée d'être parvenus à affiner
La cérémonie a été également marquée par la prestation des troupes musicales et de plusieurs artistes burkinabés. La suite de ce journal avec un point de presse du gouvernement qui s'est tenu ce jeudi à Ouagadougou. Ils étaient 4, les ministres, face à la presse sur les questions qui font l'actualité en ce moment. La révision du code électoral, vous vous en doutez, n'est pas passée sous silence. Le compte rendu avec Issa Kafando et Moumouni Soubeiga. 4 membres du gouvernement face à la presse. Siméon Sawadogo de l'administration territoriale revient sur la polémique née de la révision du code électoral qui retient le passeport et la CNIB comme document de votation pour les Burkinabés de la diaspora. Pour la carte consulaire, donc c'est un peu plus compliqué. Il y a également le fait que ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a la carte consulaire. La carte consulaire biométrique n'existe qu'en Côte d'Ivoire et au Gabon. Alors quid des Burkinabés qui se trouvent au Canada, qui se trouvent en France, qui se trouvent par exemple au Japon, etc. Donc pour une question d'équité, nous devons trouver un document qui est unique, qui va unir l'ensemble des Burkinabés autour de ce vote. C'est ce que nous avons fait, donc c'est vraiment donc la carte nationale d'identité et le passeport qui ont été retenus. Le ministre Sawadogo a également abordé la question de l'organisation du Hajj 2018. Il rassure, tout est mis en œuvre pour le bon déroulement du pèlerinage. Dans le cadre de l'accord qui existe entre le Burkina Faso et puis l'Arabie Saoudite, il a été donc proposé que nous ayons cette année 8143 pèlerins. Nous avons travaillé avec les agences, nous en avons 76 agences aujourd'hui au Burkina Faso qui travaillent pour accompagner donc ces pèlerins-là. Et le travail a été fait. Nous avons donc 2 transporteurs. Les 50% doivent être transportés par Air Burkina avec ses partenaires et les autres 50% par un transporteur donc d'origine de l'Arabie Saoudite. Les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur font ici le bilan des examens session 2018. Pour le certificat d'études primaires, les admis sont au nombre de 239 504. Donc soit un taux de succès de 64-77%. Et ce taux, malheureusement, est en deçà de celui de la session 2017, qui était de 72-32%. Pour ce qui est du brevet d'études du primaire sur le BPC, les admis sont au nombre de 130 372 cette année, soit un taux de succès de 42-91%. Donc ces résultats sont carrément en nette progression par rapport aux résultats de la session de 2017, qui était de 28-88%. Nous avons donc un taux de succès de 40,93%, soit donc 38 178 admis au baccalauréat. L'autre équation que ce département ministériel doit résoudre, c'est la gestion des nouveaux bacheliers à la rentrée universitaire 2018-2019. Nous avons une diaspora un peu partout, mais surtout en Côte d'Ivoire. L'année passée, on avait reçu 3100 et quelques demandes de bacheliers venant de la Côte d'Ivoire. On peut s'attendre à avoir autour de 4500 demandes qui viendraient de la Côte d'Ivoire. Et du coup, ça nous fera environ 43 000 nouveaux bacheliers à loger évidemment dans nos universités. Sur le cas des élèves du Nord et du Sahel, le ministre Maïga précise que ces derniers sont en cours intensif de rattrapage pour les examens spéciaux prévus en septembre. En question d'actualité, le ministre porte-parole du gouvernement revient sur le décret pris en Conseil des ministres d'hier mercredi, décidant de rebaptiser l'hôpital Blaise Compaoré en centre hospitalier universitaire de Tenganego. Pour Rémi Fulgence d'Anguinou, cette décision vient lever des confusions sur des décrets antérieurs pris en 2011 et en 2015 sur le même hôpital avec des statuts différents. Le ministre précise également que cet hôpital n'est pas un don, mais une infrastructure réalisée sur la base d'un prêt pris par l'État burkinabé. La question du nouveau code électoral également au centre d'une conférence de presse initiée par l'Alliance des partis membres de la majorité présidentielle. D'autres sujets d'actualité ont été abordés au cours de cette rencontre avec la presse. Nos témoins, Konsun Koulibaly et Nyarkite Da, nous en livrent les temps forts. Le code électoral est toujours en débat et les partis de la majorité se veulent clairs. C'est un code modifié à l'issue de multiples concertations. Le président du Faso a rencontré opposition et majorité avec comme maître mot le consensus.
La carte consulaire est écartée et l'APMP tient à expliquer une fois de plus. L'un des combats majeurs de l'opposition, ça a été que les pièces éligibles soient fiables. Eh bien, quelle ne fut pas notre surprise qu'aujourd'hui l'opposition lutte pour faire admettre des pièces dont la fiabilité en ce qui concerne l'inscription sur la liste électorale, je pèse bien mes mots, peut être source de questionnement. Mais je dis au passage, je précise que la carte consulaire délivrée en Côte d'Ivoire ou ailleurs, ce sont des cartes valables parce qu'elles sont délivrées par nos administrations à l'étranger. Elles sont valables pour l'utilisation pour lesquelles elles sont délivrées. Maintenant, si on veut étendre leur utilisation, faire en sorte qu'elles puissent octroyer la même possibilité qu'une carte nationale d'identité pour figurer sur la liste électorale, un problème va se poser. C'est aussi une conférence pour apprécier la marche de la nation. L'APMP salue le courage et le dévouement des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Elle loue également les efforts du gouvernement pour les actions entreprises en faveur du monde paysan. Selon les partis de la majorité, le programme présidentiel se déroule bien, y compris les PPP. Où en est-on avec la loi sur les PPP? Mais nous sommes en train de l'appliquer. Pas plus que la semaine passée avec le TAC. De grandes décisions ont été prises. Il s'agit essentiellement de la construction donc du chemin de fer jusqu'à Tambao et de la construction de l'autoroute. Les orateurs du jour notent avec satisfaction la mise en œuvre du PNDS et la tenue du procès du putsch manqué de septembre 2015. La majorité accueille dans ses rangs 8 nouveaux partis, dont l'UPR de Toussaint Abel Coulibaly, portant ainsi le nombre de partis de la majorité à 45. Et puis, pour aller plus loin sur le sujet, Controverse lance le débat ce soir sur la révision du code électoral. La polémique cristallise les opinions et elles seront bien tranchées sur le plateau de Simon Gongo à partir de 21h. Simon Gongo que nous retrouvons dans notre deuxième studio. Bonsoir Simon. Bonsoir Peggy Bedraogo, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, le code électoral est le sujet de controverse ce soir. L'adoption de la loi électorale divise la classe politique. Vous l'avez vu d'abord à l'hémicycle avec le boycott de l'opposition parlementaire, puis par médias interposés, comme on vient de le suivre dans ce journal. Et comme à ses habitudes, controverse réunit les protagonistes sur son plateau. Et ce soir, au menu, il y aura 3 points. La carte consulaire, la question des lieux de votation et aussi le recensement électoral. Et tout cela avec des invités de taille. Nous aurons le professeur Stanislas Waro du gouvernement. Nous aurons aussi le monsieur Amadou Diemdou Dadiko de l'Union pour le progrès et le changement, Ouseni Tamboura du mouvement du peuple pour le progrès ou encore Aboubakar Sawadogo du Congrès pour la démocratie et le progrès. Et vous l'avez vu, le débat promet d'être chaud et c'est tout à l'heure à partir de 21h, juste après votre journal. Donc on vous retrouve tout à l'heure, donc Simon Gongo. La suite de cette édition et c'est parti pour la 7e édition de la Journée nationale de la jeunesse. Ouagadougou accueille depuis hier des milliers de jeunes, plus de 25 000 issus de mouvements et associations religieuses de toutes les provinces du Burkina. La présente édition de la JNJ a en ligne de mire la paix et la cohésion sociale. La cérémonie d'ouverture en images avec Paul-David Bambara sur un commentaire signé Ini Walkoy Janine Kambiré. C'est sous le thème « Recherche la paix dans le pays où je t'ai établi » confère Jérémie chapitre 29 verset 7 que se tient la 7e édition de la Journée nationale de la jeunesse JNJ. Ils sont environ 25 000 jeunes catholiques venus du Niger, du Sénégal, du Togo, du Mali, de la Côte d'Ivoire et des 13 diocèses du Burkina. Il s'agit de réfléchir ensemble sur le rôle et la responsabilité des jeunes dans la construction de la paix et de la cohésion sociale. Ce que nous attendons de l'ensemble des jeunes, c'est que d'abord, ils prennent conscience que la recherche de la paix est une nécessité vitale pour nous tous. Justement, rechercher cette paix à l'intérieur d'eux-mêmes, partager cette paix avec les membres de leur famille, leur environnement immédiat, et justement être comme de l'huile qui
contamine, que nous puissions nous contaminer les uns les autres avec cette paix-là. La particularité de la JNJ cette année est son ouverture aux autres confessions religieuses et aux autres pays. Une tribune pour favoriser le dialogue interreligieux et interculturel et l'intégration africaine entre les jeunes. Se rencontrer comme jeunes croyants, catholiques, protestants, musulmans, c'est avoir la référence à Dieu comme maître de la paix. Paix intérieure avant tout, pour après être capable de bâtir ensemble un pays capable d'être soutenu par la paix. Tour à tour, le cardinal Philippe Ouédraogo, le maire de Ouagadougou et le premier ministre ont souligné que la question de la paix est un défi pour le Burkina à cause de tous les attentats terroristes qu'il a connus. Le gouvernement est vraiment solidaire de ce thème-là. Être un artisan de la paix, c'est exprimer et c'est vivre également cette valeur qui est la tolérance, qui est également le don de soi. Tout ça, c'est extrêmement important. Au programme de cette 7e JNJ, qui se tient du 1er au 5 août, il est prévu des conférences publiques, des enseignements, des causeries débats, une foire et un méga concert interreligieux. Allons à Koudougou où sont retranchés des parlementaires burkinabés. La raison, l'élaboration du plan de travail annuel du programme commun d'appui à l'Assemblée nationale. Le programme connaît le soutien de partenaires tels que le Centre parlementaire canadien et est évalué à plus de 4 milliards de francs CFA. Les enjeux avec Konsoum Koulibaly et Kadi Sanogo. Le programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina Faso PROCAP est une initiative du Centre parlementaire canadien. Il vise à rendre le Parlement burkinabé plus opérationnel et dynamique en renforçant les capacités des élus nationaux. Pour sa mise en œuvre, l'hémicycle bénéficie de l'appui de 3 partenaires techniques et financiers. Il s'agit de l'Union européenne, de l'ambassade de Suède et de la coopération suisse. Au cours de cette rencontre, les députés vont élaborer un plan de travail annuel. Les députés sont retirés à Koudougou pour 3 jours de travaux en compagnie des directeurs de l'administration de l'Assemblée nationale. L'objectif principal de ces 3 jours de retraite, c'est pour pouvoir élaborer un programme de travail annuel qui va courir de 2018 jusqu'à juin 2019. C'est une première de voir des partenaires soutenir l'action du Parlement. Et c'est un grand défi pour nous, députés, pour réaliser nos activités et absorber vraiment ce qui a été mis à la disposition de l'Assemblée nationale. Ce programme qui a été lancé à Koudougou s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2016-2020 de l'Assemblée nationale. 600 installations de systèmes photovoltaïques dans la ville de Ouagadougou. Le pari est lancé par le département en charge de l'énergie. Il connaît l'appui financier de la coopération suédoise engagée dans la maîtrise de l'énergie au Burkina. Une compétition baptisée Backup Solaire est lancée et plusieurs entreprises y prennent part. Elles espèrent faire partie du top 3 afin de prouver leur savoir-faire. Konsoum Koulibaly et Olopoda nous en parlent. C'est parti pour la compétition du projet Backup Solaire, une compétition à laquelle prendront part des entreprises évoluant dans le domaine de l'énergie solaire. Ce projet, porté par le ministère en charge de l'énergie, vise à sélectionner 3 entreprises qui auront la charge d'installer 600 systèmes photovoltaïques au profit des ménages, des PME et PMI de Ouagadougou. Le projet Backup Solaire que nous sommes en train de lancer va permettre donc à nos ménages, aux PME, PMI, donc de bénéficier d'un accompagnement pour installer donc les équipements solaires donc chez eux, et avec donc des coûts nettement réduits. Ça va permettre donc à ces PME, PMI et aux ménages d'avoir accès à une électricité qui est moins chère, mais aussi en continu. Cela va nous permettre vraiment non seulement sur le long terme de désengorger un peu le réseau donc de la Sonabel, mais de les accompagner, de leur permettre d'avoir une soutenabilité. Le projet Backup Solaire, qui concerne pour l'instant la ville de Ouagadougou, est financé à hauteur de 2 750 millions de francs CFA par la coopération suédoise. Et pour son représentant, les 3 entreprises seront sélectionnées sur la base des critères bien définis.
Les critères sont clairs. D'abord, il faut que ce soit des entreprises de bonne qualité qui existent au Burkina Faso, qui opèrent dans le domaine de l'énergie, qui importent des équipements de qualité et qui puissent garantir que les équipements qui seront installés sont de bons équipements. Les entreprises seront connues dans 14 jours, fois des promoteurs du projet Backup solaire qui prévoit le début des travaux d'installation en septembre prochain. On en vient à cet énième drame dans un site d'or. Un éboulement a causé la mort de 3 jeunes et en a blessé 2 autres le 30 juillet dernier. Ils se sont introduits de façon clandestine dans un trou du site de Bouda. C'est dans la province du Passouri, région du Nord. Retour sur les faits avec Kiswensida, Irénée Kaboré et Beleman Hermantoé. 3 vies perdues sous la terre de Bouda, un village situé à environ 10 km de Yako dans le Passouri. Âgés entre 23 et 30 ans, les regrettés, selon les témoignages, se seraient introduites frauduleusement dans ces trous d'orpaillage à la recherche du précieux métal jaune. Ils sont au total 11, ceux qui se sont cachés rentrés dans la galerie. Ils ont cassé les piliers qui maintenaient la terre au-dessus d'eux. La galerie s'est donc écroulée. L'un d'entre eux a pu se sauver pour venir informer. On a pu faire sortir les 10, mais 2 étaient blessés et 3 sont morts. Les blessés ont été évacués dans les centres de santé les plus proches où ils ont reçu des soins. Et pour éviter de telles situations à l'avenir, les responsables sécuritaires promettent d'intensifier la veille. Il y a lieu de trouver vraiment des voies et moyens pour pouvoir empêcher l'accès à ce site-là aux orpailleurs. Ils sont tous des adultes. On les sensibilise, mais quand à un moment donné on constate que la sensibilisation ne passe pas, il va falloir passer à la répression. Quand on dit telle activité est interdite de telle période à telle période, c'est vrai que c'est la saison hivernale qui s'est installée. Bon, chacun de ceux-là qui sont sur le site-là, on met un village. En rappel, l'exploitation minière artisanale est interdite au Burkina du 1er juin au 30 octobre sur toute l'étendue du territoire. Pour ce qui concerne la région du Nord, la période s'étale du 30 juin au 30 septembre. Et cette saison pluvieuse rime également avec calvaire. Pour les habitants des secteurs 23 et 30 de la ville de Sia, ils pointent un doigt accusateur sur la Sonature, la Société nationale d'aménagement des terrains urbains. Le maire et son conseil municipal étaient sur le terrain. Ils promettent trouver des solutions pour alléger le quotidien de ses habitants. Manekayen, Mireille Carole Tougma. Ce sont les restes d'une fondation de maisons. Aujourd'hui, tout est ruine. La cause, l'eau de ruissellement due à la pluie. Nous sommes dans les secteurs 23 et 30 de la ville de Bobo-Dioulasso, un quartier communément appelé Bolibana. Depuis 2013, la saison des pluies est un temps de cauchemar pour ces populations. Au moment que nous on construit ici, nous on a des terrains plats, on ne connaît pas qu'il y a l'eau ici. Il n'y a même pas de problème. On a fini de construction. Bon, à nos grandes surprises, Sonature est venu construire leur terrain, faire la maison et ils ont organisé les caniveaux. Maintenant, tous leurs caniveaux, ils ont communiqué une seule voie pour venir dans notre quartier. Bon, ces caniveaux-là a gâté la route que nous, on peut passer. Caniveau-là a tout gâté. S'il pleut aussi, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Même nous qui sommes les grandes personnes, si tu es à la maison, tu ne peux pas sortir. Si tu es dehors, si tu arrives au niveau de ta maison, il faut garer. Souvent même, tu demandes ton voisin pour rentrer s'asseoir ou dormir là-bas. Parce qu'il y a l'eau, tu ne peux pas passer. En collaboration avec les services techniques de la ville de Bobo-Dioulasso, le conseil municipal effectue une visite de terrain pour mieux cerner le problème. Techniquement parlant, ce que nous avons observé, toutes les eaux qui tombent au niveau du centre d'enfouissement technique, et en amont, toutes ces eaux-là ont été dirigées vers ici, drainées vers ici, à travers la construction d'un collecteur qui est un collecteur qui est assez grand, qui fait 3 mètres de largeur et puis 2 mètres de profondeur. Et le collecteur n'est pas arrivé à l'exutoire. C'est-à-dire qu'on devait construire jusqu'à atteindre le marigot qui est l'exutoire. D'abord, il faut y faire des solutions d'urgence.
Les solutions d'urgence, vous avez vu que si on laisse d'ici la fin de l'hivernage, je pense qu'il peut y avoir des dégâts plus graves ici, des solutions d'urgence, mais il faudrait quand même une solution qu'on peut qualifier de définitive qui doit être envisagée. Alors à ce niveau, nous allons faire des propositions au conseil municipal et évidemment nous allons saisir le ministère de l'urbanisme, également la Sonature qui est beaucoup interpellée sur ces aménagements à ce niveau. La population mobilisée pour faire comprendre à l'autorité son désarroi espère que des solutions seront vite mises en œuvre pour soulager son calvaire, voire l'éradiquer. Elle pourrait proposer des solutions pérennes à la situation qui prévaut dans ces zones en période de pluie, car des idées, elles en ont plein la tête. Les femmes entrepreneurs du Burkina mises en lumière, c'était au cours d'une cérémonie initiée par le ministère en charge de la femme. À l'occasion, le verdict du concours national des meilleures entreprises féminines a été dévoilé. Oscar Soulama et Oumar Zombré pour le reportage. Ce sont elles les 3 lauréates du concours national des meilleures entreprises féminines. Elles reçoivent des chèques, des attestations et des trophées. Cette action de récompense entre en droite ligne du Plan national de développement économique et social, PNDS, dont une composante vise à faire de la femme un moteur de développement. Donc il était bon pour nous, au département de la femme, de promouvoir ces femmes entrepreneurs et de dire aux autres qui sont hésitantes de ne pas hésiter, parce qu'aujourd'hui nous avons dans les statistiques 21% des femmes propriétaires d'entreprises et nous avons pour objectif 50% d'ici 2020. Et c'est une invite aux autres femmes à se lancer dans ce milieu qui est porteur. Pour ces femmes entrepreneurs, ce concours est une initiative à saluer. C'est du manioc, je transforme en attiqué, gâteau, placali, etc. Je suis vraiment contente qu'on reconnaisse mes mérites et je pense que cela va inspirer les jeunes et les filles. Pour ce concours national des entreprises féminines, plusieurs critères ont été pris en compte. Les critères, déjà, il faut le savoir, il y avait ce qu'on appelait l'innovation, la créativité des entreprises. Et on avait un critère que je disais tout à l'heure qui nous tenait à cœur, c'était un critère relatif à la protection de l'environnement. Donc on a tenté de voir à peu près qu'est-ce que les différentes femmes faisaient dans le sens de protéger notre environnement. L'entreprise Delicio a été classée première et la responsable reçoit ici son attestation et un chèque d'1 million de francs CFA. Actualité hors de chez nous, au Zimbabwe, où les violences opposent l'armée à des partisans de l'opposition. Dans les rues d'Harare, les manifestants protestaient contre les résultats partiels des premières élections au Zimbabwe depuis la chute de Robert Mugabe. À peine les premiers résultats électoraux annoncés au Zimbabwe, l'armée a tiré contre des partisans de l'opposition à Harare, la capitale. Bilan au moins 3 morts, l'opposition conteste les résultats des législatives qui donnent la victoire au parti du président Mnangagwa qui a succédé à Robert Mugabe. Aujourd'hui, nous avons vu le déploiement de chars de l'armée et des tirs à balles réelles sur des civils sans raison apparente. Les civils sont fondés à exiger le respect de leurs droits de manière légale. Tout désordre public doit être traité par les policiers qui sont les mieux formés pour ces opérations. Les soldats sont formés pour tuer en temps de guerre. Ces violences rappellent celles de l'ère Mugabe, fréquentes après les élections. Les observateurs de l'Union européenne ont dénoncé un scrutin inéquitable. Les résultats de la présidentielle qui se tenait aussi lundi ne sont pas encore connus. Pour le chef de l'opposition, aucun doute, ils seront truqués. Et ce soir, le bilan a évolué et la police zimbabwéenne parle d'au moins 6 personnes tuées. La République démocratique du Congo, elle renoue avec son vieux démon. Ebola aurait causé la mort à une vingtaine de personnes dans la région de Beni, dans l'est du pays. Cette nouvelle épidémie de la fièvre hémorragique intervient une semaine seulement après que le ministère de la Santé ait annoncé la fin de la précédente. Une nouvelle épidémie d'Ebola endeuille la République démocratique du Congo. Au moins 20 personnes auraient perdu la vie dans l'est du pays après avoir contracté la fièvre hémorragique, d'après le ministère congolais de la Santé. L'épidémie menace la région de Beni, située près de la frontière avec l'Ouganda.
Cette région, qui se trouve dans la province du Nord Kivu, est connue pour être le fief de nombreux groupes armés. Lors de la précédente épidémie déclarée en mai dernier, l'Organisation mondiale de la santé a lancé pour la première fois une vaccination ciblée. Elle a visé plus de 3000 personnes, du personnel soignant et des contacts des malades. La RD Congo, toujours dans l'actualité, mais sur le sujet de la politique, le pays se prépare à organiser dès les élections prévues en décembre prochain. Les tensions au Zimbabwe et l'attente des résultats au Mali sont commentées dans les journaux de ce jeudi. La revue de presse est avec Vincent Kendrebeogo. Le pays s'intéresse à l'attaque du convoi de l'armée malienne mardi passé. Quand les djihadistes mettent le pied dans le plat électoral, titre le journal. Ce pays est en deuil dans l'attente des résultats du vote, avec 4 militaires tués dans une embuscade djihadiste et la disparition d'autres militaires avec leurs deux véhicules transportant des documents électoraux. Le journal de s'interroger sur l'incidence de cette perte sur le reste du processus électoral. Reste à espérer que cela ne soit pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin. Il est temps que nos administrations électorales se mettent au diapason de l'évolution technologique pour ne plus continuer à transporter des urnes dans des convois militaires, si ce n'est en pirogue ou à dos de chameau, ajoute le pays. Présidentiel au Zimbabwe, le crocodile fait ses premières victimes, titre l'observateur Palga. Pour l'Obs, le calme qui a marqué la journée électorale précédait la tempête. Les premiers résultats aussitôt tombés, des militants de l'opposition sont entrés en manifestation. La police, appuyée par l'armée, intervient. Bilan 3 morts. Selon le journal, il n'y a pas de retour de vieux démons au Zimbabwe, car en réalité, c'est la même classe politique du temps de Mugabe qui continue de diriger le pays, avec en tête Mnangagwa, surnommé le crocodile, qui subitement ne peut se refaire une peau d'agneau. Et il y a à craindre que cette répression entraîne le Zimbabwe dans un cycle de violence post-électorale. En RDC, la semaine de tous les enjeux, commente Sidoya. Jean-Pierre Bemba de retour au Bercail, un autre opposant, Moïse Katumbi, s'apprête à faire autant. Et si les dossiers de ces deux caciques de la faune politique congolaise venaient à être admis pour la présidentielle, ce sera alors l'élection de tous les enjeux, écrit le journal. Sans oublier Félix Tshisekedi qui viendra aider à donner du fil à retordre à la mouvance présidentielle. Et selon un récent sondage dans ce pays, le trio totalise 74% des intentions de vote. Sauf que le premier du sondage, Moïse Katumbi, une fois au pays, risque de se retrouver dans des affaires judiciaires ou faire face à sa supposée double nationalité qui invaliderait sa candidature, rappelle Sidoya. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez Simon Gongo et ses invités pour Controverse. Les débats se mènent en direct à partir de 21h. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.